Traitant des 3 sciences que doivent posséder les citoyens, arithmétique, géométrie et astronomie, Platon fait d'abord un éloge de la pédagogie du jeu. On a inventé à l'usage des enfants des objets d'étude dont ils s'instruisent en se divertissant et auxquels ils goûtent du plaisir. Comme de juste, les maîtres s'amusent aussi, adaptant de la sorte à un jeu la pratique usuelle des opérations arithmétiques indispensables. Passage des lois 819. Donc vous voyez, on apprend les mathématiques en jouant, aussi bien maître et élève. Mais il ne s'agit pas seulement de la formation intellectuelle, il y a aussi les jeux de rythme dans l'éducation musicale et gymnastique, au livre 3 de la République. Et enfin, pour éduquer, en jouant, Platon préconise de fournir des miniatures. Il s'agit de petits outils qui imitent les vrais, pour que ceux qui veulent devenir architectes puissent s'amuser à bâtir, toujours dans les lois. C'est la même chose pour les autres métiers, puisque l'essentiel de l'éducation consiste dans la formation régulière qui, par le jeu, amènera le mieux possible l'âme de l'enfant à aimer ce à quoi il lui faudra, une fois devenu homme, être aussi achevé que la matière le comporte. Je viens de citer à nouveau les lois. Le jeu fait donc partie de la formation militaire des enfants, c'est-à-dire des garçons et des filles ensemble, et ensemble dans les mêmes activités. Mais le combat ne comporte que des armes légères, des miniatures. Nous pouvons donc dire que le jeu chez Platon n'est pas censuré et n'a pas seulement une fonction récréative, comme chez Aristote ou Hegel, mais qu'il est une activité naturelle stratifiée. Ce peut être l'enfantillage sans règles, susceptible de devenir n'importe quoi et d'être dangereuse pour le joueur et pour les mœurs. C'est aussi un outil pédagogique intéressant et c'est enfin une activité autosuffisante, une gratuité et une inutilité en quelque sorte exemplaire, susceptible d'être prise pour modèle de l'action parfaite. Les jeux intellectuels sont des entraînements pour la véritable destination de l'intelligence, qui est de penser sérieusement. Mais dans les dialogues de Platon, il y a du jeu. Dans le banquet, Alcibiade dit que Socrate passe toute sa vie à plaisanter avec les gens. Et Socrate reste évasif dans l'Alcibiade lorsqu'on lui demande s'il joue. « Tu t'amuses, Socrate ?» Réponse « Il se peut ». Enfin, dans les lois, le dernier grand livre de Platon, eh bien, dit le personnage, c'est en examinant maintenant cette question, en jouant à propos des lois, au jeu paisible qui sied à des vieillards, qu'il nous faut continuer sans ennui notre chemin. Vous voyez, dans les dialogues de Platon, on joue jusqu'à la vieillesse. Le jeu fait donc partie de l'éducation de tous les citoyens, des artisans, des soldats et des philosophes, mais la guerre n'est pas une activité ludique pour autant. Alors, pour terminer, je vais essayer de voir comment les jeux de hasard et de stratégie peuvent être compris pour symboliser. Dans le Phèdre, le dieu qui a inventé l'écriture a aussi inventé les familles de jeux nommées Péteia ou Péseia et Koubeia, c'est-à-dire la Pétie, P-E-T-I-E, et les dés. Alors je commence par les jeux du sort. Ce sont les dés ou le jeu de l'écaille. Deux camps se font face et parient sur le côté jour ou le côté nuit d'une coquille blanche et noire qui est lancée. Ceux qui ont gagné deviennent les poursuivants. Le coup du sort, l'aléa, remplit une triple fonction symbolique. Une mise en garde éducative et politique, un conseil de sagesse et l'acceptation du risque. Alors, d'abord, une mise en garde éducative et politique. Attention à ne pas risquer sur un coup du sort ce que tu as de plus cher, dit Socrate dans le Protagoras, à savoir ton âme, en achetant des connaissances sans discernement. Et au niveau politique, le sort ne doit pas déterminer la composition de la population le jour où celle-ci diminue à la suite de la guerre et des maladies. Il faut se garder de faire entrer de son plein gré dans l'État des citoyens dont l'éducation a été bâtarde dans les lois. De même pour les emplois qui ne doivent pas être distribués au sort, comme cela est le cas dans les démocraties au sens antique. La sélection des gouvernements ne doit pas ressembler au retournement de la coquille dans la République. Un gouvernement aléatoire de la cité risque de provoquer la guerre civile. Deuxièmement, un conseil de sagesse. Lorsque les dés sont tombés, c'est-à-dire quand survient un événement douloureux imprévu,
Il ne faut pas crier comme des enfants qui se sont cognés, mais réagir rationnellement dans la nouvelle situation, comme font les joueurs à chaque coup. Et de ce point de vue, il n'y a pas de différence entre le sort et l'adversaire ou l'ennemi. Enfin, il faut accepter le risque, même si l'on peut tout perdre. Ayant décrit la cité idéale dans les lois, Platon conclut « Ce que nous avons à faire, chers amis, c'est de nous tenir prêts à jouer notre jeu et à courir notre chance. En jetant les dés, et d'amener, selon l'expression 3 fois le 6 et de gagner, ou 3 fois le 1 et de perdre. » Enfin, l'appétit est un jeu de stratégie que Platon évoque une douzaine de fois comme symbole des activités rhétoriques, politiques et théologiques, mais jamais pour symboliser la guerre. Je prends seulement un exemple. Comme activité rhétorique, Adimante dit que Socrate sait mobiliser ses forces lorsque, par accumulation de petites poussées, comme un joueur de péty, il contraint son adversaire. Bon, le symbole est centré sur le joueur Socrate et non pas sur le jeu, ce qui est cohérent avec la compréhension du jeu comme art. Quant à savoir ce qu'est l'appétit, la discussion est en cours chez les historiens des jeux. En fait, peu importe, puisqu'il s'agit d'insister sur la culture de joueur par opposition à l'à peu près empirique de l'enfant.